Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hors-série de complément d'enquête consacré à Luc Besson, l'homme de tous les records. Les 3 films français les plus vus dans le monde depuis 20 ans, c'est Lucie de Luc Besson, devant Taken 2, produit par Luc Besson, et Le 5e élément, réalisé par Luc Besson. Il produit, il réalise, il distribue, il a construit ses propres studios, il a mis 20 ans à organiser son système et son indépendance. Il est le boss, mais il s'est aussi fait beaucoup d'ennemis. Luc Besson, le mal-aimé, c'est le hors-série de complément d'enquête. C'est vrai que je l'aime pas celui-là. Parce qu'il est serkiki. Et pour parler de Luc Besson, nous sommes venus ici à sa cité du cinéma à Saint-Denis, le Hollywood-sur-Seine, les plus grands studios de France, construits, conçus, gérés par Luc Besson. On y trouve ses bureaux, on y trouve son école, on y trouve sa bande, on pourrait presque dire sa secte. Attention ici, pas question de dire du mal de lui. Et ça tombe bien, bonsoir Pierre Lescure. Bonsoir Nicolas. Président du Festival de Cannes. Je disais ça tombe bien parce que je crois savoir que vous avez plutôt du respect pour l'homme et pour son parcours. Il vous avait fait visiter ces studios quand ils étaient encore en chantier? On était à 8, 9, 10 mois de l'ouverture, il y avait déjà tout le gros œuvre, et il y avait ces masses, ces dimensions extraordinaires. J'étais ému comme un enfant. Quand j'ai traversé la passerelle qui nous amène jusqu'ici, dans ce studio 5 par exemple, et quand on passait entre les grands bâtiments, évidemment je pensais à Hollywood, mais on était en France, on était à Saint-Denis, et son rêve avait pris corps, avait pris matière. J'étais ému comme un enfant parce que je savais que c'est ça l'usine à rêve du cinéma. C'est que depuis les moyens, les effets spéciaux jusqu'au décor que peut contenir le 5 ou l'autre qui est encore plus haut à côté, qui est haut comme un building, on va créer un rêve qui va faire le tour du monde. Alors c'est lui qui a fait tout ça, Luc Besson. On va voir son portrait. Luc Besson, le mal-aimé, c'est un document hors série de compléments signé Elsa Margou, Aurélien Chapalien, Sylvie Millet et Aurélien Biette pour 416 Productions. Ce jour-là, la Croisette s'apprête à vivre l'un des événements du Festival de Cannes. La projection d'un film très attendu, produit par Luc Besson. Habituellement, il est plutôt t-shirt et basket. C'est vrai que je l'aime pas celui-là. Parce qu'il est serkiki. Luc Besson est d'humeur blagueuse. Nous le verrons souvent comme ça, s'amuser d'un rien, comme un gamin qui a fait une bonne farce. C'est un métier de mettre des papillons. Pas vraiment raccord avec l'image de nabab du cinéma français qu'on lui prête d'ordinaire. Avec son épouse, Virginie, il va rejoindre l'équipe du dernier film qu'il a produit, tourné aux États-Unis par un réalisateur américain avec une star américaine. You can't go, you're too beautiful. You're too beautiful, you can't go. L'actrice aux 2 Oscars, Hilary Swank. Hey, very nice to meet you. Allez, next. D'accord. C'est tout Luc Besson, impatient, activant la manœuvre, quitte à jouer les portiers pour son ami, l'acteur Tommy Lee Jones. Bonsoir tout le monde. Comment cet homme d'origine modeste est-il devenu l'égal des stars et l'un des cinéastes les plus bankable de la planète? Besson, c'est l'histoire d'un petit gars parti de rien qui, en 30 ans, a bâti un véritable empire avec studio et salle de cinéma. Ses films
De Subway au Grand Bleu, en passant par Léon ou Le Cinquième Élément, ont marqué toute une génération. Jusqu'aux États-Unis, il a travaillé avec les plus grandes stars comme Bruce Willis, Robert De Niro ou John Travolta. C'est une légende, Luc Besson. C'est une légende. Il est vivant, mais c'est une légende. Une sorte de Citizen Kane, opiniâtre en affaires, potache dans la vie, exigeant jusqu'à l'obsession. C'est un acharné, c'est un passionné, c'est quelqu'un c'est un jusqu'au boutiste. Il est têtu, il est très têtu. Et si on ne rentre pas dans le couloir qu'il a dans sa tête, on va avoir de gros problèmes avec lui. Mais sa réussite agace. Gare à qui ose envisager le cinéma comme une industrie au pays de la nouvelle vague. Ceux qui l'admirent voient en lui un cinéaste de génie. Ceux qui le détestent, un businessman au succès arrogant. Quand même un Français qui a réussi au-delà des frontières françaises et qui est reconnu notamment par le monde d'Hollywood. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui maintenant aime plus l'argent que le cinéma? Je crois que c'est véritablement quelqu'un qui divise et qui ne laisse pas indifférent. Luc Besson accepte rarement les interviews. Pour une fois, il a fait une exception. Il a des choses à défendre sur son parcours, sur cette cité du cinéma unique en France qui, à peine sortie de terre, suscite des polémiques. Voici l'histoire d'un cinéaste célébré dans le monde entier, éternel incompris dans son pays. Pour rencontrer Luc Besson, il faut quitter les beaux quartiers, direction Saint-Denis dans le 9-3. C'est là, au milieu des bars HLM, que s'est installée la cité du cinéma. Une ancienne usine électrique aussi vaste qu'une gare, surnommée Hollywood-sur-Seine. Le fruit de 10 ans de travail et le rêve d'une vie, doter la France de studios capables de rivaliser avec les majors américaines. Pas de doute, ici Luc Besson est comme chez lui. Moi, j'ai la clé qui va partout. Pour notre première rencontre, il nous fait les honneurs de la maison. Ah, le fameux escalier. Ouais, alors là, si tu le filmes comme ça, dans le début de Léon, si vous cherchez bien, vous retrouverez ce plan. Mais qu'est-ce que vous faites dans le noir tous les deux? Donc ça, c'est Beau Château. Bonjour. Beau Château, il fait les effets sonores. Et voilà. Il rêvait d'un lieu qui rassemble toutes les étapes de la fabrication d'un film. Multipass. Tout a été pensé pour gagner du temps. Au dernier étage, les loges. À 2 pas des plateaux. Alors, une petite loge. Les comédiens peuvent venir s'y reposer. Entrez, je vous en prie. Luc Besson a lui aussi la sienne. C'est votre bureau en fait. C'est le deuxième bureau. Vous n'êtes jamais dans votre bureau? Non, j'aime mieux être ici parce que c'est tranquille. Pour écrire, pour... mieux ici. Allez hop. Il a tenu à garder l'âme de l'ancienne usine. Comme cette vieille turbine, un peu remasterisée. Donc la machine à rêve, qui a plein de petits personnages partout. La cité abrite aussi 2 écoles. Là, à droite, il y a l'Institut Louis Lumière. Là, l'école de la cité. Dont celle qu'il a créée, qui forme des réalisateurs et des scénaristes. Mais le clou de la visite, ce sont les 9 plateaux de tournage, ces cubes gris de 9500 mètres carrés. Là, c'est tous les plateaux qui sont longs. Une surface comparable au studio hollywoodien. Le grand plateau est encore vide, les décors sont en construction. Voilà, donc ça, c'est les décors de Taken. Ça va être quoi ça? Les supermarchés, et ça, c'est une grande suite d'appartements. Et ça doit être prêt dans combien de temps? Dans 3 semaines, je crois, à peu près.
Aujourd'hui, Luc Besson n'est plus seulement un cinéaste, c'est un bâtisseur qui a réalisé ses rêves de gosse. Un chef d'entreprise aussi dont la fortune est estimée à 65 millions d'euros. Pas mal pour un autodidacte qui quitta l'école à 17 ans. Le cinéma, Luc Besson est tombé dedans à la sortie de l'adolescence. Il assiste par hasard au tournage d'un court-métrage. Fasciné, il se met à hanter les studios de cinéma. Souvent, il y avait des files de figurants, donc je me mettais dans les files. Puis quand on arrivait au directeur de casting qui me demandait mon nom, j'étais évidemment pas sur la liste. Et je disais toujours, mais si, c'est le régisseur, là, comment il s'appelle, l'autre, là, un peu fort. Gérard? Oui, c'est Gérard qui m'a dit de passer. Moi, j'ai traversé, je viens de Coulommiers, je fais 60 km, mais oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis après, dès que j'avais une opportunité de voir un machinot, un électro, un régisseur, n'importe quoi, je disais, voilà, je suis là, si vous avez besoin de porter des caisses, j'étais assez costaud. Donc je crois que ma première spécialité, ça a été de porter des caisses. Il démarre en bas de l'échelle, enchaîne les stages et tourne son premier film à 20 ans, Le Dernier Combat, coécrit avec son ami Pierre Jolivet. Avec un jeune acteur encore inconnu, Jean Reno. Un vrai pari artistique, en noir et blanc, et muet. Je me souviens un jour, je lui ai dit, avec toi, on irait à pied en Chine. Les gens croyaient à ce qu'il disait. Techniciens, acteurs, tout le monde. On va faire ça. Il avait d'ailleurs une vision extraordinaire. Il avait le film dans la tête, le montage dans la tête. C'était... Aucun producteur ne veut miser un centime sur le film. Luc Besson essuie les refus des banques et doit battre le pavé pour emprunter de l'argent à sa famille et aux amis. Et il avait des trous dans les semelles, et il avait une sorte de valise en fer blanc où il y avait marqué Coca-Cola dessus. Il avait un vague chéquier là-dedans, et il courait entre, je crois que sa mère, son beau-père, des gens qui pouvaient l'aider. Je crois que le film a coûté 100 000 francs, quelque chose comme ça. Il retient la leçon, l'argent pour faire des films, c'est le nerf de la guerre. Le Dernier Combat, véritable ovni cinématographique, subjugue le festival d'Avoriaz. Alors, coup de chapeau à Besson pour Avoriaz, prix spécial du jury, prix de la critique. À l'heure du JT, la France découvre pour la première fois ce jeune réalisateur, aussi timide que modeste. Un film en noir et blanc et sans dialogue. Le noir et blanc amenait une homogénéité et un fantastique immédiatement. Et ça nous a séduit énormément. Sa carrière démarre en flèche. Dès son deuxième film, Subway, Luc Besson s'offre des stars, Isabelle Adjani et Christophe Lambert. Il impose son style, entre clip et BD, un univers artistique qui détonne, symbole du cinéma des années 80. Et reconnaissable au premier coup d'œil, comme s'en souvient son producteur de l'époque, Patrice Ledoux, de Gaumont. À cette époque-là, on voit 20 secondes de Luc Besson, enfin 20 secondes d'un film, on sait que c'est Luc Besson. Il avait un style qui lui était propre à lui. Son troisième film sera fondateur de son rapport au public. Roberto, io parlo. Le Grand Bleu, l'un des plus grands succès populaires du cinéma français. Une plongée dans la vie de l'apnéiste Jacques Mayol. Et un hommage qui fait écho à son histoire personnelle. Car il est lui aussi passionné de plongée sous-marine. Le jeune Luc est un enfant de la mer. Il a passé son enfance au Club Med, où travaillent ses parents, en Grèce et en Croatie. Mes parents qui donc étaient profs de plongée dans un deuxième temps, au début ils étaient plutôt profs de voile, je crois, ou de ski nautique, en tout cas en bord de mer. Et
Et on passait voilà, 6, 7, 8 mois au bord de mer sans chaussures. Et l'école, vous y alliez? D'abord, l'école, il n'y en avait pas. Donc c'était des cours par correspondance que ma mère essayait de me donner. Parce que pour me donner le cours, il fallait qu'elle m'attrape. C'était ça le problème. Et vers 9-10 ans, je me suis retrouvé boulevard Sébastopol, dans le 2e arrondissement, entre 4 murs et 4 arbres qui avaient des grilles. Et on m'a mis des chaussures. Là, ça a été très compliqué pour moi. Très compliqué. Cette enfance en plein air, entre le soleil et la mer, sera son paradis perdu. D'autant que ses parents se séparent. Ce qui était un tout petit peu problématique, c'est des parents qui divorcent, des familles qui se recréent. Donc mon père avait des enfants, ma mère avait des enfants. Et puis, étant un peu le seul élément de ce couple qui n'a pas marché, on me met en pension. Voilà, donc c'est ça que j'ai mal vécu en fait. C'est le sentiment de se dire je ne suis le souvenir que d'une chose qui n'a pas marché. À ce traumatisme s'en ajoute un autre. Il rêve d'étudier les dauphins, mais un accident de plongée réduit ses espoirs à néant. Alors il se jette à corps perdu dans le cinéma. Le Grand Bleu, il le porte donc en lui depuis des années. C'est le mythe de l'enfance disparue. Alors pas question de tricher, c'est lui qui tourne sous l'eau et il impose à ses acteurs de plonger vraiment en apnée. Et il m'a dit, tu sais plonger? J'ai dit que non, je ne savais même pas de quoi on parlait. On a commencé à plonger en descendant tout doucement, parce que l'idée c'était de plonger en apnée, c'est-à-dire d'avoir au-delà de 3 minutes d'apnée, parce qu'on ne peut pas autrement avoir assez de temps pour jouer la comédie et tout ça, parce qu'il faut à peu près 1 minute pour descendre à une profondeur suffisante, de façon qu'il n'y ait pas ces reflets que l'on croit qu'on est assez profond, parce qu'on est censé tourner à 100 mètres de profondeur. Nous, on était à 30 mètres. Donc il fallait 3 minutes d'apnée. Des acteurs qui plongent eux-mêmes en décor naturel, trop dangereux pour des vedettes. Un budget colossal, pas de star, le pari est risqué pour Nicolas Seydoux, le grand patron de Gaumont. Dans ma naïveté, je pensais que les plans, pour l'essentiel, seraient tournés dans une piscine. Et quand j'ai compris qu'il fallait au minimum que le comédien descendre à une trentaine de mètres sous l'eau, je me suis dit, bon, voilà, et c'est ce qui était intéressant dans le film. Et Luc, quand il est sûr de quelque chose, et déjà sur le Grand Bleu, hein, quand il est sûr de quelque chose, il dit non, c'est comme ça que je le sens, il fallait le faire. Le film fait l'ouverture du Festival de Cannes en 1988. Il est très attendu. Le tournage a duré 9 mois et il est resté entouré de mystères. Alors voici Rosanna Arquette que vous avez donc vue dans Recherche Suzanne désespérément et puis dans After Hours. Mais dès la première projection, tout va s'effondrer. Le Grand Bleu fait un flop auprès de la critique. Frédéric Saucher, biographe non autorisé de Luc Besson, dirige le master de cinéma de la Sorbonne. Et ce soir-là, il assiste au désastre. Je me rappelle qu'il y avait des personnes qui se levaient, qui quittaient la salle avant la fin du film, ou à la fin du film qui huaient. Donc il y avait un mélange d'applaudissements, parce qu'il y avait quand même une partie du public qui appréciait le film, mais aussi de réactions très violentes, pas seulement de la critique, mais des professionnels qui étaient présents lors de cette première projection du Grand Bleu. Et surtout, les entrées sont pas là. Donc on a un échec, on a un double échec le soir même. Le Grand Blues, la mer à boire, la presse coule le film. Aux grandes dames du président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Ça s'est mal passé dès le début, dès la première télévision. Je me trouve sur un plateau avec Mlle Arquette qui joue dans le film. C'est une histoire très courte à l'intérieur du long film de Luc Besson, 2h30 sous l'eau. Et c'est l'exemple même, ce film, de ce qu'est la crise du cinéma aujourd'hui. On dit qu'il manque des producteurs, il manque des scénaristes. Le film de Luc Besson manque à la fois de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en scène. Alors, j'interviens, je dis, écoutez, vous pouvez pas dire ça, je défends le film. Vous-même, vous dites, j'ai noté,
Un film qui fait 2h30, fait 2h06. Pendant plusieurs semaines, la polémique avec la critique va faire rage. Des faits exacts. Comme critique, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez, mais bon sang, parlons un peu de cinéma. Et puis le film sort, et puis petit à petit, il s'installe, et il reste un an à l'affiche. Comment il l'a vécu, Luc Besson, Très mal. cette cérémonie d'ouverture? Très mal. Luc a cette histoire au fond de ses tripes depuis longtemps. Il a envie de la raconter. Elle le bouleverse, vraiment, elle le touche. Il a envie de toucher le public, mais il a envie aussi que les gens du métier regardent ce qu'il a fait et se disent « Waouh, dis donc, c'est bien, quoi ». Non, il n'a pas eu de reconnaissance du métier. Pas du tout, pas du tout. Il a été blessé et pourquoi, quoi? J'ai toujours eu l'idée, j'ai fait un film, j'ai pas fait la guerre, je fais pas la guerre, je tue personne, pourquoi tu me tires dessus? Il faut savoir que j'ai 28 ans, j'ai fait que 3 films, donc je suis un bambin dans le cinéma. Attaqué, incompris, Luc Besson doit monter au créneau pour défendre son film. J'apprends mon métier. Il ne faut pas que les critiques qui, des fois, ont entre 30 et 50 ans, qui ont beaucoup plus de métier que moi, me tapent dessus comme ça parce que c'est pas très sympa. Mais contre toute attente, le public suit, surtout les jeunes. Il fait même un triomphe au Grand Bleu. Avec plus de 9 millions d'entrées, le film se classe parmi les plus grands succès du cinéma français. Le fameux divorce entre le public et la critique s'est manifesté. Et là, j'ai une page de notre excellent confrère François qui nous dit qu'après 3 semaines, le Grand Bleu est toujours en tête des recettes de cinéma. 3 semaines, un mois après, on a vu Libération se tortiller dans tous les sens pour expliquer le phénomène du Grand Bleu. On a quand même beaucoup ri, quoi, parce que je les ai gardés, encadrés, c'était le phénomène de la génération Grand Bleu, etc., alors qu'ils nous avaient assassinés. Quand vous avez la chance de trouver, et à ce point-là, le public, et de trouver le public, je dirais pas dans l'hostilité des autres, mais au mieux dans l'indifférence, eh bien, ça vous conforte dans vos choix. Donc je pense que ça a conforté Luc dans ses choix. Le Grand Bleu marque le divorce de Luc Besson avec la critique. Le public lui a donné raison contre tous. C'est désormais au public et à lui seul que Luc Besson s'adressera. Le succès du Grand Bleu tombe à point nommé pour Gaumont, qui a engagé beaucoup d'argent sur le film. Dans les sous-sols, on conserve précieusement les souvenirs de cette grande époque. C'est génial. Comme les affiches du Grand Bleu, qui firent le tour du monde. Pardon, en fait, c'est l'affiche russe. Elle est quand même très particulière parce que c'est la seule où on voit une femme. Des affiches et des lettres de fans exposées comme des reliques. C'est Luc Besson qui les a reçues et il a répondu à tout le monde. Ce qui montre aussi cette espèce de rapport dont on a toujours parlé, assez privilégié de Luc Besson avec ses admirateurs, avec ses spectateurs. Après le Grand Bleu, les films et les succès s'enchaînent, comme en témoignent les costumes, reconnaissables au premier coup d'œil. La combinaison de Jean-Marc Barr, ou encore le costume de Bruce Willis dans Le 5e élément. C'est le body réellement du tournage, on ne l'a même pas lavé. C'est vraiment le costume pour les fans. Donc le costume de Bruce. Et puis là, le très joli costume de Lilou, qui, quand il n'y a pas Lilou dedans, ça ressemble pas à grand-chose. Le 5e élément restera pendant 15 ans le film français le plus vu à l'étranger et vaudra à Luc Besson la consécration, le César du meilleur réalisateur. Léon. Et donc ça, c'est la scène finale où il se fait tuer. Et donc on a ce qu'on appelle le costume Destroy. Léon, c'est encore Jean Reno. Mais c'est aussi le premier rôle d'une gamine de 11 ans, Nathalie Portman. D'abord écartée du casting car elle était trop jeune, c'est Luc Besson qui la remarque et décide de l'engager. Un des éléments qui permettent de dire c'est un très grand réalisateur, c'est-à-dire un découvreur de talent, c'est tout de même lui qui découvre Jean Reno. C'est lui qui va découvrir Nathalie Portman, qui est la vedette qu'on connaît aujourd'hui.
ces comédiens, on en tire le meilleur. Et à cet égard, je pense que le César d'Anne Barillot est tout à fait typique. César est attribué à Anne Barillot. Sacrée meilleure actrice pour Nikita, Anne Barillot est aussi à l'époque sa compagne, avec qui il a une fille. Ok. Je voudrais remercier Luc Besson à travers moi. Ces actrices seront souvent ses muses. Anne Barillot, Mila Jovovich sont ses héroïnes à l'écran, mais aussi dans la vie. Il épouse une autre actrice, Mai Wen, mère de sa deuxième fille, avant de rencontrer Virginie Silla, sa femme depuis 10 ans, avec qui il a 3 enfants. La seule à ne pas être actrice, mais productrice. Moustache. Si ces comédiens lui donnent le meilleur, I'm sick. c'est aussi parce qu'il est d'une exigence redoutable avec eux. Jane Kelly? Good. À toi maintenant. Hein? On dit que c'est un metteur en scène exigeant. Brutal, ouais. Oui. Oui, il peut même faire mal, ouais. Il m'a vexé souvent. Il m'a vexé parce que j'avais l'impression qu'il sous-estimait la capacité que j'avais à traduire ce qu'il demandait. C'est un mélange entre Balou et Gargamel. Tu vois, il peut être aussi doux que Balou et aussi méchant que Gargamel parfois. Alors, de l'extérieur, c'est ce que ça nous donne comme sentiment. Presque dictatorial parfois sur un plateau. Il veut son truc, il lui faut son truc tout de suite. Et parce que c'est maintenant que ça joue, parce que la lumière elle est comme ça, parce que il veut pas perdre de temps. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il est têtu, il est très têtu. Et si on ne rentre pas dans le couloir qu'il a dans sa tête, on va avoir de gros problèmes avec lui. Mais je crois que c'est pour faire le film, c'est pas pour... moi, j'ai jamais pris ça personnellement. Luc Besson impose le même rythme à ceux avec qui il tourne. Jamel, tu vas 3 fois trop vite. Allez, souris, t'y crois encore. On ne danse pas. Voilà, reste à côté de moi. Comme tout à l'heure, quand on m'a donné... Ok, attention, en place. En place. Ok, attention, Jamel. Ouais. Chante, dans le chant. Attention, c'est une répétition. Encore? Ouais. Jamel Debbouze va le découvrir sur le tournage d'Angel A. J'ai jamais travaillé autant de ma vie en amont sur un film qu'avec lui. Jamais, jamais, jamais. Il est venu me chercher le matin à 5 h du matin chez moi, 3 mois avant le tournage, pour me montrer des endroits de Paris qu'il trouvait absolument incroyables. Partout où on pouvait travailler, on travaillait. Et je trouvais ça laborieux, chiant, sans aucun intérêt. Ça me saoulait. Je suis un mec spontané, je viens de l'impro. Moi, qu'est-ce que tu veux me faire travailler au couteau comme ça? Tu veux me dénaturer, Luc, je lui disais. Il me dit non, je vais te naturer. Je vais te filer ta vraie nature. Jusqu'à Luc, on faisait appel à moi pour ma drôlerie ou... Mais je suis devenu un acteur quand j'ai rencontré Luc. C'est sûr. Je t'aime, André. Je t'aime. En studio, bravo. Ce qu'il veut, Luc Besson a pris l'habitude de l'obtenir. Et ce qu'il veut le plus, c'est son indépendance. Alors il ne va plus se contenter de faire des films, il va aussi les produire. On pourrait faire la comparaison avec certains grands patrons de studios hollywoodiens. Dans l'époque mythique d'Hollywood, on appelait ces grands patrons les moguls, et qui étaient un peu des tyrans, mais qui en même temps étaient des véritables amoureux du cinéma, et donc ils voulaient absolument maîtriser tous les films, et intervenaient dans le scénario, intervenaient au montage, dans le choix du casting. Une chose est certaine, c'est que Luc Besson, lui, est un véritable amoureux du cinéma et a cherché à gagner sa propre indépendance.
Pour devenir indépendant, Luc Besson va s'inspirer des méthodes des studios hollywoodiens. Produire des films d'action à gros budget, visant le grand public. Monsieur, dame. À la Cité du Cinéma, le 4e opus de Transporteur est en préparation. J'en étais sûr que dès que j'allais te voir. Alain Figlartz est un vieux complice. Excusez-nous, on est taquin. C'est lui qui règle les cascades et les chorégraphies de combat dans les films de Luc Besson. Tu dois la déconcentrer. Même un coup de pression. Oh la vache, même il y a un coup de pression, c'est chaud. Le directeur de la banque braqué expliquait qu'à Sarov... Transporteur, c'est l'un des films à succès qui font les beaux jours d'EuropaCorp, la société de production de Luc Besson. À l'entrepôt, Franck prend son fric. Ça, c'est quoi, ça? C'est le synopsis de l'histoire qu'on a traduite. La formule, Vous l'avez traduit. un scénario du patron, mis en scène par un jeune réalisateur. Toujours pas apprendre l'anglais, plutôt. Et tourné en anglais pour le marché international. En anglais? Mais oui, mais moi, je suis un Français. Des films d'action déclinés en série et qui cartonnent au box-office. Ça fait juste 10 ans qu'on lui dit d'apprendre l'anglais, mais bon. Moi, je vous embête pas beaucoup, mais moi, je voulais dire 2 trucs. Dans tout le scénario, c'est la seule fight vraiment le mano-mano de lui et du Russe. Où là, ça y est, ça fait 20 ans qu'on s'aime pas, on est face à face, on enlève la veste. Et c'est Taken 2, le final des deux qui disent bon, ok, d'accord, tu. Un virage dans le cinéma bessonien, pris sur les chapeaux de roue, en 1998, avec Taxi, le premier film qu'il produit lui-même. Luc Besson en a écrit le scénario et confié à d'autres la réalisation. Taxi devient une série et le compteur explose. Le deuxième fait 10 millions d'entrées plus que Le Grand Bleu et rapporte 8 fois son budget. Une affaire qui roule. Alors les petits pédés? Et une belle sortie de route pour Gaumont, qui refusa le film. J'étais pas un grand fan des projets qu'il voulait entreprendre lui-même comme producteur. Et sur le Taxi, ça me plaisait qu'à moitié, et j'ai eu tort. Donc, nous commettons une erreur. Nous pensons que Luc n'est pas un bon producteur. Voilà. Et donc, quand il nous propose simplement de nous associer pour la production, nous pensons que ça n'a pas un intérêt particulier. Et donc là, il a eu envie de plus avoir à demander la permission, il a eu envie de faire ce qu'il voulait. Luc Besson quitte Gaumont et crée sa propre société, EuropaCorp. La mer, des dauphins, une femme, le monde selon Besson. La recette du succès, nous allons la voir en application ce jour-là dans les studios de la Cité, où se tourne Taken 3. Le décor que nous avons visité 3 semaines plus tôt est devenu une suite 5 étoiles qui ne va pas tarder à voler en éclats. C'est le 3e volet des aventures de Liam Neeson, écrit par Luc Besson et tourné par un jeune réalisateur français, Olivier Mégaton. La série est un succès mondial qui l'a rendu bankable en un seul film. Moi j'ai fait Taken 2, 55 millions de personnes ont vu le film dans le monde. 55 millions de personnes. Voilà, c'est juste un résultat. On fait pas de l'athlétisme, je suis pas là pour ça, c'est juste que j'ai de la chance. Des flingues, des bagarres, du sang et de l'action. Des histoires qui collent aux standards américains et visent le grand public à l'échelle planétaire. Un cinéma populaire, diront les uns. Commercial, dénoncent les autres. Certains lui reprochent aujourd'hui de représenter un cinéma de divertissement, certains disent même commercial. Et alors? Où est le problème? Le cinéma, c'est ça aussi, bien sûr. Et sans ces films-là, comment on fait pour faire des films d'art et d'essai, des films d'auteur très pointus, dont le public est en train de baisser considérablement? Toute l'histoire du cinéma est faite de grands films commerciaux, de grands films populaires, de films du samedi soir. L'auteur, le réalisateur, les comédiens, le producteur, les distributeurs, nous ne cherchons tous que le succès. Mais faire des films d'action à l'américaine, au royaume du cinéma d'auteur, c'est un peu chercher la castagne.
l'enfant terrible du cinéma français est passé du côté obscur de la force. Et puis il gagne de l'argent. C'est mal vu chez les artistes. Alors ça cogne et ça flingue. Le monde du cinéma ne pardonne pas à Luc Besson son virage commercial. Christophe Goffet dirige à l'époque la revue de cinéma Brasil. Un jour, il publie un article coup de poing sur Luc Besson. Tout a commencé par le titre. En fait, il se trouve qu'on était en plein dans cette histoire d'Omar Haddad. Et j'ai eu, je sais pas, je me souviens un matin avec cette idée, Besson m'a tué mon cinéma, avec la même faute d'orthographe, avec un lettrage ensanglanté comme ça. Et l'article tape fort. Nous allons redire ici que le cinéma de Besson a du succès parce qu'il flatte les instincts du public dans le sens de la norme et qu'il est véhiculé par une massive attaque de propagande qui vaut celle de son homologue américain, George Lucas. Besson fait du cinéma pour être riche, mais aussi pour tirer de belles gonzesses qu'il fait jouer dans ses films. Vous n'êtes pas allé de main morte quand même. Ouais. Moi, je trouve ça rigolo, moi. Parce que là, vous l'attaquez un peu sur sa vie personnelle, pas tellement sur le côté artistique. C'est quand même quelqu'un qu'on aime bien à la base. C'était ça aussi. C'était pas purement gratuit, c'est juste que c'est quelqu'un en qui on avait mis beaucoup d'espoir. Et puis voilà, il se trouve que tout d'un coup, il arrête de faire des films et il commence à juste vouloir faire du pognon. C'est le seul journal que Luc Besson attaque à cause d'une critique. Il porte plainte pour diffamation, mais perd son procès au nom de la liberté de la critique. Il est désormais coupable d'être devenu un homme d'affaires, en plus d'un cinéaste. En France, quoi qu'il fasse, il va se faire démonter. Alors, par exemple, quand on fait le film sur Aung San Suu Kyi, on découvre cette histoire et on se dit, si on fait un film avec le nom de Luc, avec Michel Yeo, que tout à coup, on va en parler partout dans le monde. Donc, c'est mettre la lumière sur cette femme. Et ben, en France, tu vas quand même lire des critiques qui vont dire, ah, il essaye de se racheter une image. Donc, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va se faire tirer dessus. D'où ça vient, ce désamour, à votre avis? Bon, c'est pas un désamour, c'est un problème culturel profond en France. C'est-à-dire que tout type qui réussit est forcément un type qui a tué son père, sa mère. Il y a un truc comme ça, on n'aime pas la réussite, on n'aime pas ça. Et on ne lui passe rien. Régulièrement accusé de plagiat, il devient un habitué des tribunaux. Mais Luc Besson est un adversaire pugnace. Dès le 5e élément, il est attaqué pour contrefaçon, puis c'est au tour du scénario de Taxi. À chaque fois, il gagne ses procès. Dernier en date, Colombiana, sorti en 2011. Un couple, auteur d'un court-métrage, accuse Luc Besson d'avoir copié leur scénario. À l'époque, Maître Cochet est leur avocat. L'affaire a démarré en 2005. Les deux auteurs envoient leur script à Luc Besson, espérant qu'il produira leur film. Il a été remis, ce scénario, à deux endroits, à la fois dans sa propriété en Normandie, directement au gardien de la propriété qui lui a remis, et en plus par un envoi auprès de la société Europacorp. Pas de réponse. Mais quand Colombiana sort, les deux auteurs pensent reconnaître des similitudes avec leur court-métrage. Tout ça, c'est les scènes d'action. Là, c'est le meurtre des parents. Ils constituent un dossier comparant des photos de leur film, Le fantôme de l'orchidée, avec Colombiana. Alors, c'est l'orchidée. L'orchidée est déposée sur le corps des assassins de ses parents. Et dans l'autre cas, dans Colombiana, il est dessiné. Et puis alors, le clou du spectacle, c'est quand même la fin, où vous avez un slogan qui dit « Dans le fantôme de l'orchidée, vengeance, le danger a un nom ». Et dans Colombiana, c'est « La vengeance a maintenant un nom ». Donc tout ça fait beaucoup, mais pas suffisamment. Le tribunal estime en effet que les mafieux ou l'orchidée sont des références récurrentes dans les polars et les films d'action, insuffisantes pour être qualifiées de plagiat. Il donne donc raison à Luc Besson. C'est quand même un très gros morceau, et on ne s'attaque pas à des institutions comme ça, c'est compliqué. À chaque fois que je fais un film maintenant, j'ai un procès pour plagiat. À chaque fois. Taxi, c'était encore plus drôle, ils avaient écrit un film, il n'y avait pas de taxi dedans, mais bon, à part ça... Voilà, donc j'en ai eu 10 comme ça. Je les ai tous gagnés parce que je n'ai jamais plagié personne.
J'ai écrit plus de 130 scripts dans ma vie. Je sais où je les écris, je sais quand je les écris. Et j'ai pas besoin, il y a assez de films à faire comme ça pour plagier ceux des autres. Voilà, donc ça, ces attaques, oui, effectivement, je réponds simplement avec la virulence à laquelle on m'attaque, tout simplement. Ni plus ni moins. Si ces films d'action lui valent de fréquentes critiques, ils lui ouvrent en revanche les voies du paradis des cinéastes, l'Amérique. Luc Besson est un des rares réalisateurs français à avoir franchi le mur de l'Atlantique et à s'être taillé un nom à Hollywood. Au point d'être invité par le studio Universal à l'un des plus grands congrès de cinéma des États-Unis. Tous les ans, des milliers d'amateurs viennent du monde entier pour assister au WonderCon, un congrès de fans, les purs, les durs, les vrais. Ce jour-là, l'intervenant vedette n'est pas un réalisateur américain, mais un Français. Donc on a vu 12 Batman, 18 Superman, 32 Spider-Man. Nous avons le grand plaisir de l'accueillir. Il est venu présenter son film. Mr. Luc Besson. Aux États-Unis, il est dans son élément. Il vient présenter un extrait de Lucy, son dernier film. It's like all things that make me human are fading away. Un casting de stars, des effets spéciaux en cascade et un blockbuster qui sortira d'abord aux États-Unis avant la France. Tout un symbole. La première chose, c'est que je voulais parler de l'intelligence. Je suis fasciné par ça. J'ai commencé à écrire un scénario, ça m'a pris 10 ans. Bah, je suppose que je suis pas très intelligent. Le public américain le connaît bien. Dès Le Grand Bleu et Léon, Luc Besson a tourné ses films en anglais pour qu'ils s'exportent plus facilement. Léon est mon préféré. Nikita, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, la série des Taken. Quand on pense à un réalisateur de films d'action européen, on pense Luc Besson. Il est très connu aux États-Unis. Bien sûr, il a aussi fait des films plus classiques, plus éloignés du film de genre, mais Lucy a l'air totalement incroyable. J'ai hâte de le voir. Comment un Frenchie a-t-il réussi à conquérir Hollywood? Son secret se trouve au cœur des vignes californiennes. Il s'appelle Robert Mark Kamen, son co-scénariste. En 1993, un producteur d'Hollywood lui demande de lire le scénario d'un jeune réalisateur français. J'ai lu le scénario et ça n'avait aucun sens. Il m'a dit, regarde les films qu'il a fait. Il m'a montré Nikita. J'ai dit, waouh, ce mec, je veux travailler avec lui. Je ferai n'importe quoi pour bosser avec lui. Il m'a dit, viens lui parler du scénario. J'ai dit, je dois être honnête? Oui, sois honnête. Je me suis assis en face de Luc. Il était là, comme ça, avec une tête genre, je t'emmerde. Et je lui ai dit tout ce qui n'allait pas dans son script. On a commencé à parler, à écrire, à échanger des idées. Je devais rester 3 jours. Je suis resté 3 semaines. Et on a fini le scénario. Et c'était quel film? Cinquième élément. Suivront une quinzaine de scénarios. De Transporteur à Taken en passant par Le Baiser du Dragon, le duo cartonne à chaque film depuis 18 ans. Quand on a fait Danny the Dog, il était en train de signer des contrats. J'ai jamais oublié. Je me revois, assis là, et lui, il signait des contrats, des chèques pour la société. Et il signait, et il parlait, sans même me regarder, il signait, et il me racontait le film. J'ai réalisé que j'étais en train d'écouter le film. Et je notais, et en 10 jours, on avait le script.
Parce qu'il voyait tout le film, il voyait tout. Tout en signant des chèques. Et le film était fini. C'est dingue. Luc Besson passe un tiers de son temps aux États-Unis. Pas pour les vacances, mais pour travailler. Il a ses habitudes près de San Francisco, plus précisément sur la Lucas Valley Road, au numéro 5858, où se cache la discrète propriété de George Lucas, le père de Star Wars. Rares sont ceux qui ont le privilège d'entrer au Skywalker Ranch. Mais Luc Besson est un invité régulier. Aujourd'hui, il vient travailler sur les effets spéciaux sonores de Lucie. Il y en a un que j'aime pas trop là. Minutieux, précis, attentif aux moindres détails. Il tient à s'entourer des meilleurs spécialistes du son au monde. Alors si tu peux ajouter quelque chose comme un iguane, un peu reptilien, tu vois. On doit pouvoir suivre l'évolution par le son. Bon, il n'y a que 5% des gens qui comprendront, mais on s'en fout. Comme ses modèles, George Lucas ou Steven Spielberg, il aime les technologies modernes. Et comme George Lucas, il a son Skywalker Ranch à lui, en Normandie. Un domaine de 200 hectares avec une grande demeure du XVIIIe siècle où il vient passer ses week-ends. Un paradis de verdure et de calme qui compte aussi 40 chambres et 3 maisons privées pour accueillir invités et techniciens. Et surtout 5 auditoriums géants équipés de moyens de mixage aussi modernes que son homologue américain. Il y reçoit des artistes internationaux qui viennent enregistrer leurs albums. De retour des États-Unis, Luc Besson vient achever le mixage de son film. Ça doit être clair que dans l'histoire, quand on passe dans ce monde, tout est inversé. Donc on doit aider en trouvant un son pour rendre claire cette inversion. C'est là, dans son jardin, qu'il a aussi tourné Arthur et les Minimoys, l'histoire d'un monde minuscule que l'homme met en péril, hymne discret à la nature, celle de son enfance et celle qu'il veut défendre. Car en toute discrétion, Luc Besson cultive un petit côté écolo. C'est quelqu'un qui a vraiment de la sollicitude pour le monde qui l'entoure, je te jure. C'est ça qui est le plus frappant quand tu l'entends parler. D'ailleurs, il n'aimerait pas la nature à ce point sinon. Il adore la nature. Au point qu'il se rapproche d'un ardent défenseur de l'environnement, Nicolas Hulot. En 2007, alors qu'il songe à se présenter à la présidentielle, il se découvre cet étrange soutien. Un jour, je reçois un mot de Luc Besson. Et donc je le rappelle et il me dit, écoute, voilà, je voulais te dire, si tu as besoin de quelqu'un, je suis ton soldat, tu me dis et j'exécute. Et très peu de temps après, je faisais une conférence de presse et qui je vois arriver sans rien que je lui ai demandé s'asseoir au premier rang, Luc Besson. Voilà. Et moi, à partir de là, ça me place un homme. C'est-à-dire que d'abord, il fait ce qu'il dit et puis il n'attend rien en retour. Luc Besson aime surprendre et n'être jamais là où on l'attend. Nous l'avons compris dans les salons privés du Festival de Cannes, où il retrouve l'équipe américaine du film The Homesman, avec l'actrice Hilary Swank. Hé, comment tu vas? Contente de te voir. Ça va, le décalage horaire? Ça va. T'as vu ça? Le titre est top.
The Homesman démythifie le temps des pionniers américains et prend le contre-pied des westerns traditionnels. C'est Luc Besson qui l'a produit pour Tommy Lee Jones. Comment ça va, mon ami? Ex-Men in Black passé derrière la caméra. Bon, tu souris, ça va? Je souris, mais je suis très nerveux. Le businessman, qui produit des blockbusters au kilomètre, aurait donc un double méconnu. Besson, le producteur de films d'auteur. Voilà un rôle dans lequel on l'attendait moins. Car malgré ces deux grandes stars au casting, les studios d'Hollywood ont refusé le film de Tommy Lee Jones. Trop audacieux, pas assez grand public. C'est un film d'auteur, c'est un film difficile, il est sublime, mais ça s'adresse pas... voilà, c'est pas un film qui va faire 3 millions d'entrées, donc on le sait déjà. Donc, les studios, ils veulent voir Man in Black, mais ils sont pas intéressés par Tommy quand il veut faire ça. Étonnamment, EuropaCorp est au générique de films aussi inattendus que Le Concert, Home, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, ou encore The Tree of Life de Terrence Malick, Palme d'Or à Cannes en 2011. Au total, près de 130 films produits et distribués, dont beaucoup encensés par la critique et classés au rayon arrêt-essai. Bien loin des films grand public à l'américaine. La presse étrangère, elle, ne s'y trompe pas. Alors que l'équipe présente le film, nous assistons à une scène étonnante. Luc Besson tente d'expliquer pourquoi c'est lui, un Français, qui produit un film sur la conquête de l'Ouest américain. Parfois, un film comme ça est difficile à faire pour les grosses machines que sont les studios. À ses côtés, Michael Fitzgerald, le coproducteur américain du film, va piquer un coup de colère contre les grands studios d'Hollywood. On n'aurait jamais pu faire ce film avec le système américain. Pardon, mais s'il n'y avait pas Luc Besson, on ne serait pas là. Ouais, j'ai essayé de les défendre, là. Mais c'est indéfendable. Drôle de paradoxe. Luc Besson, producteur à l'américaine aux yeux des Français, est à ceux des Américains le symbole du cinéma indépendant. D'ailleurs, les journalistes étrangers sont fans et jouent même les groupies. Monsieur, monsieur. Les films d'action en série ne seraient-ils que les machines à cash qui permettent de financer tous les autres? Serait-on passé à côté de sa véritable ambition? Son co-scénariste américain, Robert Kamen, se rappelle une conversation pour le moins prémonitoire, juste après Le Cinquième élément. Il m'a dit, j'ai une vision, un rêve, et tu vas m'aider à le réaliser. J'ai dit, ok, comment? Il m'a dit, voilà ce que je vais faire. D'abord, je vais écrire des films d'action low cost. On peut le faire, on bosse bien ensemble. Avec l'argent gagné, j'en ferai un autre. Et avec l'argent, j'en ferai toute une collection. J'aurai de la trésorerie, et avec ça, j'irai en bourse. Je créerai une société, et avec l'argent, je construirai des studios. Moi, j'écoutais, je disais, ok. Et quand j'aurai des studios, je ferai de la distribution, et ça s'appellera EuropaCorp. Et j'aurai ma propre indépendance. Je n'aurai pas besoin des majors. J'ai dit, ok. Ce scénario-là, Luc Besson l'avait donc écrit depuis le début, et il l'a suivi point par point pendant près de 20 ans, bâtissant pierre après pierre son indépendance. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être un homme puissant dans le cinéma? C'est ce qu'on dit de vous, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je l'entends, mais ça me fait rien en fait. Parce que c'est totalement, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La seule force que j'ai, c'est ma liberté, mon indépendance. Ça, c'est la seule que j'ai. Mais il manque encore la clé de voûte de l'édifice. Ce sera la Cité du cinéma. Nouvelle réussite et comme toujours, nouvelle polémique.
Le déclic a lieu en 1997. Luc Besson tourne Le 5e élément. Il cherche des studios, mais aucun plateau en France n'est assez grand pour les décors de tournage. On tournait à Londres parce qu'il n'y avait pas les plateaux à l'époque pour faire le film en France. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit comment on peut dépenser... on a dépensé 80 millions d'euros en Angleterre au lieu de les dépenser dans notre pays. Ça me plaisait pas. Voilà. Il a déjà en tête cette ancienne centrale électrique aux portes de Saint-Denis, où il a tourné des scènes de Léon. Patrick Braouzek est à l'époque le maire de Saint-Denis, sous l'étiquette du Parti communiste. Quand Luc Besson donc, vient me voir en novembre-décembre de 2000 et me propose ça, on dit tout de suite OK, voilà. On avait rêvé de redonner une deuxième vie à cette cathédrale industrielle, parce que c'est une vraie cathédrale industrielle. En 2002, Luc Besson rachète l'usine sur ses fonds personnels et finance la dépollution du site pour 20 millions d'euros. Mais il lui faut beaucoup plus pour réaliser son projet fou. La première question qu'il a fallu lever avec Luc Besson, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous ne pourrions pas l'aider financièrement. Ni nous, ni aucune institution publique, pour des raisons liées d'ailleurs au financement, liées à l'Europe, la concurrence déloyale, etc. Donc il a fallu qu'il se mette dans la tête que les financements, il fallait qu'il les trouve ailleurs, dans des financements privés, dans des financements croisés. Enfin. Luc Besson va mettre 9 ans à convaincre des investisseurs. En 2010, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de l'État, accepte de financer l'opération aux côtés du géant du BTP, Vinci. Le chantier peut enfin démarrer. La Caisse des dépôts et Vinci sont les nouveaux propriétaires de la cité. EuropaCorp n'en est que locataire pour 6 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Luc Besson dit œuvrer pour la grandeur de la France. Folie des grandeurs, clament ses détracteurs. La cité est achevée en septembre 2012 et les ennuis commencent. Le 16 novembre 2013, Luc Besson fait la une du Parisien. Le journal révèle une note confidentielle de la Cour des comptes qui s'interroge sur les conditions de financement de la cité. En cause, l'engagement de fonds publics via la Caisse des dépôts, jugé trop élevé. Les magistrats de la Cour des comptes reprochent aussi à la Cité du cinéma d'avoir bénéficié de soutien au plus haut sommet de l'État. Les documents font mention de l'intérêt porté en haut lieu au projet et au souhait de la présidence de le voir aboutir. C'est sûr que quand on a un projet qu'on souhaite réaliser, eh ben on va taper à toutes les portes, et notamment les portes de personnes qui ont sans doute une partie des clés. Donc ça n'a pas de caractère anormal. Une enquête préliminaire a été ouverte. Elle dira si oui ou non la cité a bénéficié d'un traitement de faveur ou s'il s'agissait bien d'un projet d'intérêt général, équiper la France de studios capables d'attirer le monde entier. Moi, je me sens d'abord très sali, vraiment sali, et c'est la première fois que ça me fait ça, parce que les films, tout le monde peut aimer un film, tout le monde peut détester un film. Mais là, quand l'attaque devient personnelle, moi, ça fait 20 ans que j'aurais pu partir à Los Angeles. Je serais beaucoup plus riche, beaucoup plus tranquille. Et ça fait 20 ans que je reste ici. Ça fait 20 ans que je reste dans mon pays. J'ai envie de monter des studios, j'ai envie que ça marche pour mon pays, parce que j'ai l'impression de lui devoir ça. Puisque c'est lui qui m'a permis de sortir. Moi, j'ai mis des biens personnels en caution pour pouvoir louer ici, pour que l'objet se fasse. Donc, s'il y a bien un pigeon dans l'affaire et quelqu'un qui a misé de l'argent et qui en a perdu, c'est moi, personne d'autre. Pour certains, en tout cas, la Cité du cinéma est une bénédiction. Ce sont les étudiants de l'école de la Cité. On raconte une histoire, si elle fonctionne bien, généralement on peut la ressortir. Depuis toujours, Luc Besson aime transmettre ce qu'il a appris. On essaie déjà de savoir... Parce qu'il n'a pas fait d'école de cinéma, il a décidé d'en créer une. Vraiment, l'axe principal, c'est d'énormément préparer avant d'écrire. Une formation de 2 ans, gratuite et sans condition de diplôme à l'entrée.
pour que des jeunes venus de tous milieux sociaux puissent avoir accès au monde du cinéma. Tourner leur premier court-métrage, utiliser des plateaux géants et croiser à l'occasion Robert De Niro ou John Travolta. Allez, on est en place, Dagou est en place, on va voir les réalisateurs à la caméra s'il vous plaît. Les étudiants ont accès au matériel le plus sophistiqué, comme la modélisation des décors en 3D, et ont le sentiment d'avoir de la chance d'être ici. C'est un cadre fantastique pour travailler, une vraie dynamique. Tous les plateaux autour. Il y a différents projets qui se font, mais c'est vrai que tout le monde, une ambiance très conviviale, très professionnelle, et je crois que c'est le cadre idéal pour travailler. Bon, être ici, ça change tout, ça change vraiment tout. 3 sur 3, première. Comme un renvoi d'ascenseur aux générations suivantes, du jeune Luc fasciné par le cinéma, qui s'incrustait sur les plateaux de tournage. Coupé. L'histoire seule dira si Luc Besson est un cinéaste visionnaire ou un chef d'entreprise surdoué. Sans doute un peu les deux. Comme ses homologues américains, Spielberg ou Lucas, qui bâtirent eux aussi leur propre studio. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Les critiques ne l'aiment pas beaucoup. Ils lui en veulent de ce qu'il fait. Mais je crois qu'ils ont peur de lui. Parce que lui n'a pas de limite. Pour lui, rien n'est impossible. Tant pis si la voie qu'il s'est tracée est semée d'embûches. Rien ne l'en fera jamais dévier. C'est un croisé qui aurait sa vision de la foi de son chemin, la foi, hein, et qui va se prendre des coups de hache, des coups de machin, des coups de trucs, et qui va continuer. Alors à un moment donné, il va perdre son cheval, il va continuer. Il va se prendre un coup de hache sur l'œil, il va continuer. Il a une croyance dans une foi, dans son chemin. À tort ou à raison. Incompris, total mesquin, mal aimé, c'est certain. Mais je suis sûr, comme tous les grands, un jour, tout le monde sera unanime sur Luc. Malheureusement, il sera certainement mort. C'est sûr que ça tombe toujours mal. Adoré par son public, abhorré par la critique, Luc Besson a de toute façon accompli ce qui n'a pas de prix. Réaliser son rêve. Et le gamin de 17 ans qui s'incrustait sur les tournages, qu'est-ce qu'il dirait de vous aujourd'hui en vous voyant? Vous serez étonné? Je pense qu'il lui dirait, t'as pas du boulot s'il te plaît, je voudrais faire du cinéma. Et voilà pour ce document signé Elsa Margou et Aurélien Chapalien. Nous sommes toujours avec Pierre Lescure à la Cité du Cinéma, chez Luc Besson, ici à Saint-Denis. La question qui est posée tout à la fin de ce reportage qu'on vient de voir, c'est est-ce que Luc Besson c'est un homme d'argent ou bien est-ce que c'est un génie du cinéma? Ben, je réponds les deux, mon général, parce que dans le cinéma, c'est l'une des seules disciplines de création qui demande autant d'investissement et dont l'économie est à ce point conséquente. Parce qu'il y a la distribution, la fabrication, etc., etc. Donc, si vous n'êtes qu'un génie, il faut trouver des mécènes. Mais si vous voulez être libre, comme Luc l'expliquait très bien dans votre document, faut aussi être un homme d'affaires, avoir le sens de l'économie. Et alors, pour voir grand, pour construire ça, il faut beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, parfois, il faut beaucoup d'entre-gens. Il le dit, hein, il est allé voir Chirac, il est allé voir Sarkozy, il est allé voir... Vous, quand vous étiez patron de Canal, il venait vous voir aussi, vous demandait de sortir le carnet de chèques? Il y a un épisode, vers la fin du document, on voit sa propriété et son studio d'audio et de mixage et d'effets spéciaux en Normandie. Et il était court de 30 millions d'euros. Il fallait absolument qu'il finisse, car il fallait qu'il respecte ses premiers contrats
avec des clients qui venaient travailler la musique notamment dans ces studios de Normandie. Il est venu me voir. À l'époque, je m'entendais très bien avec Messier, le grand patron de Vivendi, qui avait racheté Canal. Il avait besoin de ces 30 millions. Et c'est un peu comme pour des droits de foot. Il m'a dit, sur les 5 prochains films, je vous donne un droit de première option pour les télévisions à péage, pour Canal. Et on a fait le deal. C'est-à-dire que vous avez acheté 5 films? On a préacheté 5 films à venir, sans savoir s'il les tournerait en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. Mais c'était Luc. On savait qu'on en avait besoin. Et il avait besoin, lui, de cet argent pour finir son château. Et donc, vous avez signé un très très gros chèque sur... Oui, sur mais on était d'accord avec Messier pour penser que c'est comme ça qu'on construit le désir pour une chaîne, c'est que de savoir que sur les 5 à 10 ans qui viennent, vous allez avoir des choses qui vont séduire vos abonnés. Et Luc représente ça. Il y en a d'autres dans le cinéma français qui sont capables de faire ça? Des réalisateurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle qui est différent, qui n'a pas connu cette dimension-là. Mais il y a 40 ans, 50 ans, Claude Lelouch voulait son indépendance. Et il a fait sa société tout autour du chiffre 13. Il y avait ses propriétés en Normandie, il y avait son studio et sa salle de projection Donc en France, on a eu Besson et Lelouch, capables d'être à la fois des réalisateurs et des grands producteurs, quoi. Oui, qui ont cette vision, qui ont cette ambition. Pourquoi on l'appelle le mal-aimé? Il a beaucoup d'ennemis dans le cinéma français. Je pense on l'appelle le mal-aimé, et c'est vrai, il le reste. On l'a vu quand il a fait l'inauguration des studios. Il y avait beaucoup de monde, mais il n'y avait pas tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas la ministre, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu raison, je pense même qu'elle a eu tort. Et puis, il y a tous les critiques qui ont toujours fait la bouche en cul de poule, depuis Le Grand Bleu jusqu'au dernier, à Lucie. Mais le cinéma, c'est ça aussi. Voilà, on ne peut pas dire que Mad Max, c'est merveilleux que George Miller soit revenu avec son Mad Max, et dire que Lucie, c'est pas extraordinaire d'avoir fait ces dizaines de millions de spectateurs à travers le monde. On vous demande pas de le passer à la Cinémathèque ou dans tous les cinémas d'arrêt d'essai, mais c'est aussi ça. Alors les critiques, il a un vrai problème effectivement avec les critiques. On l'a vu, ça a commencé avec Le Grand Bleu à Cannes. Il a à peine 28 ans, il vient apporter ce film pour lequel il a tellement travaillé et il se fait descendre. Moi, ce qui me frappe dans la manière de Besson, dans la griffe de Besson, c'est qu'il y a toujours une qualité, comme on dit maintenant quelquefois, de filmage. Il y a une qualité sur l'écran où il y a une image extraordinaire, il y a un son extraordinaire. Alors après, on dit, oui, mais ces scénarios, oui, vous pouvez peut-être les trouver simplistes, mais on a aussi besoin d'histoires simples. C'est comme dans la littérature. Vous avez des bouquins qui sont des bouquins de grand public, mais qui ont quand même une sacrée facture. Et puis vous avez des choses qui sont plus pointues. Mais on est fait des deux. Et quand la critique d'un seul coup, d'un trait de plume, vous imaginez, je pensais en regardant le doc, si au moment de la sortie du Grand Bleu à Cannes, sa présentation, il y avait déjà eu les tweets, alors les critiques du matin auraient réglé le sort du Grand Bleu en 140 signes. Ils auraient eu l'air malins avec le succès pour toute une génération. Et à l'image, il a inventé quelque chose. Quand on dit que quand on voit un film de Luc Besson, au bout de quelques secondes, on se dit ça y est, c'est Luc Besson. Oui, parce qu'il a cette science d'avoir intégré la simplicité d'un échange, la simplicité d'une poursuite, la simplicité d'une rencontre avec les moyens suraugmentés de la technologie d'aujourd'hui. Et il a aussi de la finesse, il y a quelque chose d'ourlé dans ses mixages, dans ses montages, dans ses effets spéciaux, il n'y va jamais à la louche. Et vous avez d'un seul coup une ampleur de beauté d'image qui fait que même l'histoire la plus simple me touche. Et puis alors il a créé cette école là juste à côté, elle est assez originale aussi, hein. Ce sont des jeunes qui n'ont pas fait d'études particulières qui On n'a pas besoin du bac, contrairement à la FEMIS, même si la FEMIS a ses vertus. On n'a pas besoin de... Il y a des étrangers qui viennent de l'autre bout du monde, du centre de l'Afrique. Il y a 25 élèves par promotion. Donc comme c'est sur 2 ans, il y a 50 mômes, filles et garçons, qui sont ensemble pendant une année, pendant 2 ans. Il leur apprend à se démerder, il leur apprend des trucs, il leur apprend le mouvement, il leur fait faire quand ils débarquent, il vient régulièrement dès qu'il est à Paris, dès qu'il est en France, il leur fait faire des scènes, il juge
chaque scène, il la montre et il y a une discussion, et puis ensuite il montre la même scène tournée par lui. C'est pas pour montrer le grand maître, c'est pour que d'un seul coup, les mômes se rendent compte que la focale peut se rapprocher, peut se raccourcir, et qu'il n'y a pas un chemin infranchissable entre eux et lui. Et puis de l'autre côté de la grande nef, il y a l'école Lumière, qui elle est plus technique, et ces mômes-là discutent à la cafette tous ensemble. Je pense que ça n'a pas de prix, cette expérience-là. Voilà, vous aimez ces histoires et moi j'aime bien la façon dont vous nous avez parlé ce soir de Luc Besson. Merci beaucoup Pierre Lescure. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé, François Ducroux et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, un nouveau hors-série de compléments d'enquête consacré à BHL, Bernard-Henri Lévy, un homme d'influence.